Ce podcast vous invite à rencontrer l'autre, à découvrir son univers, à vous laisser porter par son récit, celui de son cheminement de vie. Qu'il est beau et doux de dire enchanté à la personne qu'on nous présente ou qui se présente à nous. Ce simple mot détient une promesse, celle de s'ouvrir à un monde que l'on ne connaît pas. Il suffit d'écouter pour se laisser surprendre et tendre l'oreille pour s'inspirer. Enchanté, le podcast qui invite à l'émerveillement. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance de Richard Thierry, producteur de safran dans les Vosges. Son histoire est teintée de souvenirs d'enfance, d'influences familiales, de rencontres amoureuses. C'est l'histoire d'un homme en somme. En 2009, il se lance dans l'aventure entrepreneuriale en fondant le Safran des Pailloux. Pourquoi Pailloux ? Car cela signifie petit paysan en patois. Pourquoi un X à la fin ? Parce que dès le départ, Richard souhaitait fonder une entreprise basée sur la collaboration, l'entraide et créée à plusieurs. Richard m'accueille chez lui, dans sa maison nouvellement achetée au Clerjus. Nous nous installons dans sa cuisine autour d'un café. La discussion commence. Richard, la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur les bancs de l'école au collège. Après, on s'est perdu de vue. Il y a quelques années, je te retrouve par hasard sur Facebook et je découvre qui tu es devenu. Et c'est vrai que je t'imaginais pas du tout un jour cultiver du safran. Et donc, du coup, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître ton chemin de vie. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la voie de la production de safran, celle de l'indépendance. Voilà, moi, j'aimerais un peu comprendre le chemin qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là où tu en es. Eh bien, tu veux comprendre, moi, j'ai mis plusieurs années après le début du projet à me demander pourquoi, en fait. Hein. Et aujourd'hui, moi, j'ai la réponse, je vais pouvoir te la donner. En fait, c'est une évidence, tout ça. C'est un parcours de vie, comme voilà, c'est un chemin. Moi, il y a 15 ans, tu m'aurais dit tu seras patron, tu feras du safran. Je t'aurais dit non, je serai ouvrier, je ferai mes 35 heures par semaine. Et moi, mes parents ont entrepris, étaient restaurateurs. Voilà, la vie de famille, c'est pas évident dans ces métiers-là. Et pour rien au monde, moi, j'aurais voulu sacrifier ma vie personnelle pour un projet professionnel dans une entreprise. Oui, parce que tu as vu tes parents s'investir énormément, du coup voilà. Peut-être être pas toujours là. J'ai vu les côtés négatifs, il n'y a pas que des côtés négatifs, mais j'ai vu les points négatifs de l'idée d'entreprendre. Et c'est un investissement, c'est chronophage, on ne voit pas beaucoup ses enfants, etc. etc. Donc moi je voulais pas entreprendre, je manquais peut-être un peu d'ambition, je sais pas. Donc tu as commencé la vie active en étant salarié alors. Exactement, ouais, j'ai travaillé moi en fait j'ai eu un bac comptabilité, hein, j'ai fait le bac le plus facile parce que ma mère voulait que j'ai le bac avant. J'ai été jusqu'au bout de tout ça, donc j'ai fait quelque chose que j'aimais pas, de la comptabilité, mais j'y arrivais. Alors j'ai obtenu mon bac, ma mère a versé sa petite larme, tout ça c'était bien. Après j'ai bossé un peu en usine, ce qui m'a permis de comprendre que c'était surtout pas ça que je voulais faire, quoi. Et voilà, j'avais une vingtaine d'années, donc voilà. Et j'ai trouvé une place de pion, je trouvais ça sympa, je travaillais avec les jeunes, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que pion. Et puis après, c'est pas éternel. Les études, je les suivais pas trop. Au bout de quelques années, je me suis imaginé que c'était la belle vie, à peine 30 heures par semaine, à jouer au ping-pong avec des gamins au collège, rémunéré assez correctement. Et puis un jour, je me dis, il fallait peut-être quand même que je fasse quelque chose de ma vie. C'était pas évident dans ma tête. Je me dis, rien qui me donnait envie. Et le hasard qui n'en est pas un, on pourrait en débattre. Dans ce collège, on avait Monsieur Denis, c'était un conseiller d'orientation, comme on a pu connaître quand on était jeune. Oui. Des gens qui t'aiguillent un peu dans tous les sens, mais c'était un mec qui était super bien, il était très réputé, il arrivait à aiguiller les gamins qui étaient un peu en difficulté, etc. Et en fait, moi dans ce collège, je le voyais régulièrement, et un coup on boit le café comme
souvent ensemble, il prenait sa pause, moi aussi, on buvait le café en pause, et puis il me dit, alors, ça fait combien de temps que tu es là? Alors je lui explique, puis je lui dis... Tu lui parles un peu peut-être de ta confusion sur le moment, de ne pas savoir où... Bah lui, en fait, son métier de capter, il avait compris ça avant même que je lui pose les questions, en fait. Et c'est rigolo, quoi. On avait déjà passé des moments café plusieurs fois ensemble, en fait, il m'avait un peu cerné. Et je dis, bah, ça se termine l'année prochaine, j'ai encore un an, puis je sais pas trop ce que je vais faire et tout. Et là, il me regarde, et il me dit, mais tu me parles tout le temps de tes fleurs, tu me parles tout le temps de ton jardin, tu me ramènes des légumes, etc., etc. Mais il me dit, il y a une très bonne formation pour adultes à Roville-aux-Chênes. C'est un peu tard, mais je connais du monde, etc. Peut-être que tu pourrais quand même passer l'entretien, etc., etc. Et je me dis, je rentre le soir, je me dis, mais c'est pas con. Ça me faisait un peu suer de reprendre des études, mais en même temps, ça me permettait il a peut-être mis le point sur l'évidence, c'est-à-dire que des fois, on a des choses qui sont devant nos yeux et on ne voit pas. Et il faut que quelqu'un d'extérieur nous dise, mais en fait, mais regarde, t'as tout devant toi. Lui, il a cette vie, quoi, il a cette gymnastique-là, quoi. C'est son métier, en fait, justement, de voir ce que nous, on ne voit pas. Oui. Et la semaine suivante, il revenait pour orienter les jeunes de chez nous. Et je dis, mais écoute, moi, voilà. Moi, je voudrais rentrer intégrer la formation d'Euroville, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Et voilà, ça... En fait, j'ai professionnel, quoi, je me disais, je vais avoir un diplôme, je vais avoir un bac technicien d'entreprise horticole. Moi, j'ai choisi technicien d'entreprise horticole, option floriculture, parce que je suis un passionné de fleurs. Oui. Et depuis toujours, je plantais des fleurs, des graines dans les pots de fleurs de ma mère quand j'étais gamin. Même des trucs qu'on n'avait pas trop le droit, mais moi, je ne savais pas. Et c'était une passion, ouais, comme tu dis, moi, je ne savais même pas, en fait. Et me voilà, passer l'entretien à Roville-aux-Chênes. À leur parler un peu à l'entretien, c'était un entretien où tu dois présenter un projet professionnel. Moi, j'en avais deux. Alors déjà, ils n'ont pas aimé. Et j'avais un projet classique, monter une entreprise maraîchère, et puis éventuellement cultiver du safran. Et là, je t'assure que, et peut-être que ces personnes m'écouteront, mais j'ai failli pas être admis à Roville parce que le safran, ça pousse pas chez nous. Ah, ok. Voilà, je te passe. J'ai passé un très mauvais moment à l'entretien, en fait. D'accord. Et je suis sorti de l'entretien pensant que je ne serais pas sélectionné. Et ils m'ont quand même sélectionné. Et effectivement, moi, à sortie de ça, tu vois, je regarde un peu, quoi, en attendant les résultats, je regarde un peu tout ça. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde dans le safran en France. Je me disais, bon, voilà. Je trouvais même pas trop de choses valables. Et je me dis, peut-être ils ont raison, en fait. C'est eux les enseignants. Pourquoi tu t'intéressais au safran particulièrement? Parce que c'est une fleur qui... j'avais une fiche de culture à la maison. J'avais les fiches de culture de... Ma mère était abonnée. On recevait des fiches de légumes, fleurs, avec la photo, puis derrière... tu vois, ça vient... Tout ça, je viens de le comprendre à l'instant. Le parcours, il vient aussi de ces fiches en carton. Et il n'y avait pas que cette fleur-là qui me procurait de l'émotion, mais c'était une très belle photo. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, la photo de la fleur de l'époque, de la fiche, c'était la colchique. En fait, l'éditeur s'est trompé. Il n'a même pas mis une photo de fleur de safran, elle se ressemble beaucoup en fait. Oui, ben c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pas tout à fait la même chose, il y a des décès chaque année à cause des gens qui la confondent. Et enfin, ça c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, c'est. Alors ça, c'est parallèlement à ça, mon père, son métier c'était chef cuisinier et il utilisait beaucoup cette épice qui me fascinait parce qu'il mettait ça dans le blanc d'œuf pour faire des meringues au safran, puis les blancs d'œuf le lendemain c'était tout rouge, c'était un peu comme du sang, ça me faisait un peu peur, mais en même temps j'adorais les meringues. Et voilà, mon papa il faisait des meringues au safran dans les années 80, puis il l'utilisait dans la paella. Mon papa c'était un très bon cuisinier, un très grand saucier, il était très très réputé dans la plaine à Neufchâteau. Il a marié, communié, divorcé quasiment tout le monde là-bas. Il a fait des divorces, c'est la vérité. Et c'était quelqu'un qui était très populaire pour sa cuisine et il utilisait beaucoup le safran, quoi. Il l'utilisait dans les desserts aussi l'été. Il était faut voir ça, c'était il y a 30 ans. C'était peut-être un précurseur. C'était un précurseur il innovait dans sa cuisine parce qu'il avait des restaurants simples, traditionnels. Il a eu des établissements pas du tout guindés. Il était un peu contre les étoiles, etc. Contre le Michelin, tout ça. Mais tout ce qu'il a appris, il l'a appris chez tous les étoilés de Lorraine. Et les Barus, pas les Barus, mais
chez Monsieur Aiguier à Remiremont, au Duc de Lorraine. Ouais, à 14 ans, il était en cuisine dans ces établissements-là. Donc, eux, ils travaillaient déjà ces choses un peu décalées. Et lui, il l'amenait de façon simple. Voilà, une paella sans safran, c'est pas une paella. Et il n'achetait pas des poudres de l'époque, là, du spinador, quoi, des espèces de trucs frelatés. Il essayait de trouver des pistils. Donc j'ai senti je sentais tout, moi, dans sa cuisine, etc. Donc cette épice, déjà, il m'intriguait. Je ne savais même pas que ça venait d'une fleur. J'étais très petit. Puis après, safran, fiche, voilà, c'était Hachette ou je sais pas qui faisait ça. Et voilà, ah putain, le safran, c'est une fleur. Ouais, c'est tout un truc comme ça. Ça m'a pas bouleversé la vie non plus. Hein. Non, mais tu remarqueras que des fois, dans la vie, moi j'aime à dire que c'est comme un puzzle. C'est-à-dire que des fois, sur ton chemin, on te met un petit indice, et puis quelques années plus tard, un autre. Et puis d'un coup, t'as toutes les pièces du puzzle qui se rassemblent, ouais. Et en fait, tu te dis, mais waouh, mais carrément, c'est ça en fait. Je suis en train seulement de le comprendre, là, en fait. Et même là, tout de suite, t'as vu, ces histoires de fiches, elles étaient un peu enfouies, en fait. Mais on dit souvent, en plus, pour comprendre ce qui peut t'animer aujourd'hui, connecte-toi à l'enfant que tu étais. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait peut-être cette innocence, cet émerveillement facile, qu'on a plus de mal à avoir en tant qu'adulte. Et parfois, quand tu peux te connecter à ces étincelles de l'enfance, ça peut te donner des pistes. Mais bon, il faut en avoir conscience. Après, moi, je crois que j'ai gardé justement... j'ai un côté enfant, en fait. J'ai un côté... je suis un pitre. Je fais rigoler beaucoup les gens, les copains. J'ai gardé ce côté-là, ouais. Et en fait, je suis un contemplatif, moi, si tu veux. J'aime m'arrêter, regarder, comprendre. Des fois, je ne comprends pas toujours. Et puis, effectivement, quand tu es comme ça, tu chopes des choses qui te touchent, mais qui un jour, voilà, comme tu le dis, tout se connecte. C'est ça. Et puis, en fait, ça arrive, c'est bizarre, j'ai 48 ans. À un moment donné, je pense, dans la vie, ça ne pouvait pas m'arriver à 20 ans. Quoi. Il y a un moment où tu comprends enfin. Hein, je crois que j'ai cette chance-là parce que je crois qu'il y a des gens qui partent pour d'autres cieux qui ne le comprennent jamais. Et je pense que moi, j'ai cette chance-là. Et du coup, j'attache beaucoup d'importance et de valeur aux choses, aux gens, aux échanges, aux collaboratifs dans le boulot. Je ne peux pas vivre sans ça. Et voilà. Donc c'est assez surprenant ce que tu me dis là parce que tu as quand même choisi la voie de l'indépendance. Parfois quand on pense indépendance, on pense aussi faire les choses seul, entreprendre. Mais toi, ce que je comprends, c'est que c'est important, ce sont les collaborations, les rencontres, peut-être les échanges, les transmissions. Être ensemble, quoi. Faire les choses ensemble. Parce que de ce que je sais, c'est que tu multiplies les collaborations. Ton safran, je crois savoir qu'il est aussi dans une bière. Enfin, il y a pas mal de produits que tu proposes. J'ai vu bière, j'ai vu miel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et tu travailles aussi avec les cuisiniers locaux, il me semble. Donc, Moi, j'ai commencé par là, en fait. En fait, si tu veux, mon papa il est parti en 2007. Et j'ai commencé le projet en 2009. Et mon père... Oui. Mon père n'a jamais senti mon safran. Voilà, il m'a jamais dit c'est bien, etc. Tu vois, j'ai jamais eu l'approbation de mon père et puis pour l'avoir c'était déjà compliqué de son vivant. Alors voilà. Et du coup moi en fait peut-être aujourd'hui je le comprends puis j'arrive à en parler. Moi j'ai eu un petit peu c'est un peu serré là. Mais j'ai commencé par les chefs. Je l'ai compris qu'après, mais en fait je cherchais la vie de mon père à travers eux en fait. Et donc j'ai démarché toutes les grandes maisons, mais les moins grandes aussi. Et ça a commencé comme ça, et j'avais besoin d'avoir l'approbation de la profession, en fait. D'accord. Et le jour où on m'a dit, gamin, ton safran il est exceptionnel, il est un peu cher, mais il est très bon, continue, et je suis parti, je me suis dit, on va y aller, quoi. On va y aller, et avec les quelques dizaines de donc à la première année, j'ai eu quelques dizaines de grammes, tout ça, voilà, et je vendais du safran à 30 € le gramme, d'ailleurs le prix n'a pas changé aujourd'hui, aux professionnels alors qu'il l'achetait 5, 6, 7 € le gramme.
Donc c'était compliqué. Moi qui suis pas un vendeur, je suis un paysan, je suis vraiment pas un commercial. On fait un peu tout en même temps quand on est seul. Et à l'époque, je croyais, j'avais pas confiance en moi. C'était dur de débarquer au Duc de Lorraine, des grands chefs. C'était mon premier étoilé. Et de leur proposer ce que je faisais. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Moi, on s'est pas entendu sur la suite. J'ai arrêté de travailler avec eux. C'est moi qui ai voulu arrêter avec eux. Parce qu'ils comprenaient. C'était un peu trop cher pour eux. Voilà. Enfin, bref, on va pas... Mais je les comprends d'ailleurs. Ils ont une grosse équipe, beaucoup de salariés, etc. C'est très lourd ces établissements-là, financièrement. Et donc voilà, au début, moi j'ai commencé comme ça. En présentant mon safran. Ouais, et le fait que du coup, ton safran se retrouve dans une bière aromatisée, c'est quoi? C'est une rencontre? C'est le hasard? C'est comment ça se passe? Non, alors tout ce qui m'arrive aujourd'hui, mais tout, c'est, je l'ai pensé dans ma petite maison au Moulin Roussel à Bas-les-Bains. C'est-à-dire que tu as une idée qui mûrit et donc tu vas voir les gens en fonction de ce que tu aimes développer. Ouais, je notais beaucoup les choses, à l'époque je le fais beaucoup moins, parce que peut-être les choses se sont faites, alors voilà. Mais mon père faisait des meringues, je voulais trouver un boulanger qui me fasse des meringues. Voilà. Et chemin faisant, en fait, les bières, si tu veux qu'on parle des bières, voilà. Par exemple, on va parler d'autre chose, on va parler des pâtes. Je fais des pâtes au safran avec l'atelier à pâtes à Tiefos. En Italie, surtout dans l'Italie du Sud, les pâtes fraîches au safran, ça se fait, c'est depuis toujours. Donc, je suis d'origine italienne en partie, j'ai déjà mangé des pâtes au safran quand j'étais gamin là-bas. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse des pâtes au safran. Et puis, un jour, je découvre qu'il y a un pastier dans les Vosges, un seul, pas deux. Il y en a un peu en Alsace. Et faire des pâtes, c'est pas dans mes compétences, je suis pas outillé, je sais pas faire, même si c'est pas sorcier. Et j'ai été voir ces gens, et ils ont adhéré tout de suite, et je leur ai dit, moi je voudrais qu'on fasse des pâtes ensemble, mais c'est important pour moi, sinon on ne le fait pas, je veux que mon nom apparaisse visiblement sur l'étiquette, et le vôtre aussi. Je veux qu'on aille dans Les Bretons font ça depuis 40 ans. C'est très breton en fait. Alors c'est rigolo parce que breton et vosgien, on partage le même massif. Il y a des millions d'années, le granit. Le même granit. C'est le même granit. Il s'est séparé en deux et il y en a un de chaque bout de la France. Voilà, c'est là que c'est le premier, mis à part les meringues, mais ils ne voulaient pas dire que c'était eux qui les faisaient. C'est un boulanger d'Épinal qui me les faisait au départ. Il y a eu plusieurs fabricants pour les meringues. Et les pâtes, c'est le premier produit. Et puis en fait, moi, c'est rigolo, tu sais, parce que le safran, moi je l'ai vu dans les plats de mon père de façon très simple. Mais le safran, c'est une connotation luxueuse, et associé à du Saint-Pierre, du homard, à des produits très chers. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai voulu désacraliser, quoi. Dès le départ, j'ai voulu un peu faire descendre de son piédestal le safran. Alors, au niveau du tarif, on ne peut pas, mais voilà, je l'ai mis dans une meringue, je l'ai mis dans des pâtes. Aujourd'hui, je le mets dans des confitures. Quelque chose d'accessible. Accessible, populaire, des produits tout simples, en fait. Mais qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent bien parce que je le sais, parce que j'ai grandi dans les gamelles de mon père. J'ai grandi dans la profession, j'étais tout le temps dans ces pâtes. Je goûtais tout. Je ne suis pas devenu cuisinier parce que je sais, pour plein de raisons. Mais une essentielle, c'est que mon père, il ne voulait pas qu'on reprenne. Et pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure. Et pas trop de vie familiale dans ces métiers-là. Et donc voilà, et j'ai fait des pâtes au départ. Et puis la bière, c'est venu qu'un jour, j'ai goûté une bière au safran que j'ai pas aimé du tout, qui n'était pas bonne, qu'il y avait trop de safran dedans, en Haute-Marne, pardon. Et je dis, mais punaise, alors je cherche un peu, puis je vois 3-4 bières en France qui sont au safran, et je dis, ah bah donc ça peut se faire et tout. Et je fais un marché sur lequel on s'est revu à Neufchâteau, un salon. C'était peut-être bien l'année là en plus. Et je vois un copain, comme toi, on s'est recroisé là, on ne savait pas. Je croise un copain d'enfance, un copain. Nos parents étaient amis en fait. Et le pote, il travaille dans la restauration, il sent mon safran, il dit, à ce qui paraît, tu fais quelque chose de super. Je lui fais sentir le safran, il me dit, vends-moi un demi-gramme. Je vais faire un risotto à la famille dimanche, etc. Je lui vends un demi-gramme. Je lui fais goûter une confiture à la Mirabelle safran en même temps. Il me dit, c'est exceptionnel ça, mets-moi un pot de Mirabelle. Et il revient l'année d'après, on se dit au revoir, il revient l'année d'après avec un sac, je vois des bières qui dépassent. Et il me dit finalement, il cherchait un peu lui à l'époque. Il travaillait vraiment dans la restauration, des grandes maisons.
Et Lorenzo Gamba, son site, et on reviendra dessus après. Et il revient l'année d'après, il me dit, moi j'ai pas fait de risotto, j'ai acheté un petit kit à bière, et je suis un passionné de bière, et j'ai fait une bière au safran. On goûte ça, c'était pas mauvais, il y avait les gars de la Madelon qui étaient là sur le salon, Oui. lui il est très ouvert, le jeune Michael, et on s'entend bien, et il est objectif, il goûte la bière, ils aiment pas trop, tu sais, c'est de la concurrence un peu. Et ben moi, il me dit, le fils de, quoi, le responsable de la Madelon à Saint-Étienne-l'Hermiermont c'est à une l'époque, brasserie, hein, une grande brasserie de Saint-Étienne, il me dit, ben moi j'ai goûté des trucs de brasseur bien plus dégueulasses que ce que ton pote vient de faire, quoi. Bon, c'était pas bien équilibré, il y avait beaucoup de choses à revoir, mais c'était vraiment, c'était prometteur. Et aujourd'hui, on fait une bière, ça fait 4 ans qu'on édite cette bière qui s'appelle la Golden Ticket. Mirabelle Safran, légèrement acidulée. C'est une bière qui est à New York, Paris, Bruxelles, Londres, Shanghai, Corée, Japon. C'est une bière qui est vendue partout dans le monde. Je suis très fier de ce produit-là parce que c'est lui qui voulait le faire. Et lui, aujourd'hui, il a la plus grande. Ils sont plusieurs associés à posséder la plus grande brasserie et sans doute du Grand Est. C'est des cadors de la bière artisanale. Ils font des choses extraordinaires, ils font des choses pas bonnes aussi, j'aime pas tout. Ils prennent des risques. Aujourd'hui, on collabore ensemble sur cette bière-là, Mirabelle Safran. La semaine prochaine, je devais y aller hier, mais comme je suis pas bien, je peux pas trop bien conduire à cause de mes petits soucis de santé. Je vais chercher. Là, ils ont pondu une Passion Safran, apparemment qui est extraordinaire. Donc là, je vais avoir une nouvelle bière de chez eux. Et voilà, cette bière-là, qui est juste derrière toi, c'est la première, je l'ai gardée. En plus, ils ont fait une grosse faute d'orthographe, donc elle est collector. Il y a une coquille. Ouais, une belle en plus. Et voilà, en fait, c'est des rencontres à chaque fois. C'est du hasard qui n'en est pas. C'est le destin. Et justement, là, on vient de parler un petit peu du côté collaboration. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier ? Est-ce que c'est la phase de récolte ? Est-ce que c'est le fait d'aller sur les marchés ? Qu'est-ce qui t'anime le plus ? Ou est-ce que c'est un ensemble, il y a un équilibre qui se crée ? C'est ça. En fait, j'ai pas un métier, j'en ai plusieurs. Ouais. Je suis agriculteur, je suis Ouais. producteur de safran, je suis créateur de saveurs, je suis un peu cuisinier, je fais mes confitures. Aujourd'hui, on fait de la soupe de petits marrons au safran, on fait une sauce tomate au safran. Ça, c'est mon amoureuse qui s'occupe de ces produits-là parce qu'elle est très douée dans le salé. Et donc, je suis agriculteur, créateur de saveurs, cuisinier, pâtissier, je fais des sablés, etc. Je suis commercial, je suis sur les salons, puis je vais démarcher les magasins qui sont susceptibles de travailler tous les produits qu'on fabrique. Et aujourd'hui, j'ai un commercial qui s'appelle Yann et qui fait le boulot très bien. J'ai pu à le faire, c'est génial, quoi. Parce que j'aime pas faire ça. Mais ça se voit pas, il paraît. Et puis, je suis aussi un peu gestionnaire, comptable, même si j'ai une comptabilité gérée par un comptable, je gère. Donc, j'ai plusieurs métiers et c'est sans doute pour ça que je me lasse pas. J'en reviens pas, donc ça fait 13 ans que j'ai pas revendu. C'est ce que j'allais te dire, c'est peut-être ça la clé finalement. Ouais. De faire plusieurs choses à la fois et d'être pas cantonné à une seule tâche quotidienne. Parce que quelque part, tu t'y retrouves. Je pense qu'il y a des moments aussi, quand tu es sur ta culture, c'est peut-être aussi... Des fois, j'en ai marre. Puis je suis content d'aller sur les salons, de lâcher mes il y a peut-être des moments où tu es plus seul, un peu plus dans la nature. Exactement, je suis très seul dans ma safranière. Voilà. Je suis très entouré sur les salons, les marchés. Je suis assez seul, mais moins maintenant parce que je te dis, j'ai mon amoureuse qui a envie, elle aussi, d'amener un peu sa patte. Ouais. On se connaît depuis quelques années, mais elle est arrivée, on s'est rencontrés, j'étais déjà bien lancé dans le projet. Donc, ouais, c'est des moments, et à la fois... le safran, c'est dur à cultiver. Alors quand tu arrives en fin de saison, quoi. Moi, c'est compliqué de mars à mai. Le safran, je suis dedans, on désherbe, c'est compliqué à l'automne quand on récolte. C'est 4-5 semaines très intenses. Les années de plantation, c'est en plein été, entre les 5 marchés par semaine, les week-ends où je travaille également. Et il faut quand même, l'année dernière, entre 5 marchés par semaine et des week-ends pris aussi sur des événements, j'ai planté 20 000 bulbes au clergé. Ouais. Aujourd'hui, je cultive à Plombières historiquement, mais depuis l'année
safranière, je cultive aussi. C'est ce que je disais dans l'introduction, c'est qu'historiquement, la safranière est à Plombières, mais là tu t'es installé récemment au Clerjus et tu comptes du coup cultiver ici. Voilà, je veux tout ramener là. Il m'arrive quelque chose là, jamais je voulais acheter une maison, je voulais pas me fixer, j'étais bien à Plombières. Bien que j'ai eu beaucoup de déboires sur les cultures à Plombières, mais voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis c'est toujours pareil. Moi je rencontre plein de gens sur les salons, sur les salons gourmands et compagnie, sur les marchés du terroir. Et puis un jour j'ai rencontré une femme et on est resté amis très longtemps. Et puis aujourd'hui notre relation a changé. Et j'ai acheté une maison dans le même village qu'elle, et j'ai acheté une maison, mais pas pour acheter une maison, j'ai acheté une maison parce que j'y ai fait un petit point de vente, j'ai acheté une maison parce que je vais avoir mon propre labo, que avant je louais un labo. Tu es dans la phase de construction, je suis dans la phase dans la matière. Aujourd'hui, mon projet, moi, avant l'achat, il était arrivé, je ne pouvais pas produire plus, je ne pouvais pas fabriquer plus, je ne pouvais pas faire plus de salons. Et en plus, je me rendais compte que j'avais plus trop de vie, quoi, sociale. Je voyais plus la famille, je voyais plus les amis, j'étais en décalage tout le temps avec les autres. Et célibataire, et voilà. Et quand les copains faisaient la bringue, moi je pouvais pas, j'étais sur un événement, etc., etc. Et puis est arrivé Marie dans ma vie, et puis après, c'est ce qu'on disait, quand on est seul, des fois on n'ose pas prendre les grandes décisions, faire les bons choix. J'étais arrivé à un moment où l'activité ne pouvait plus aller plus loin, sauf si je pouvais éventuellement acheter un petit bien, y planter du safran autour, y faire un petit point de vente, etc. etc. Et j'ai eu l'opportunité, elle m'a encouragé, j'ai osé peut-être aussi grâce à elle, parce que à 47 ans, en prendre pour 20 ans, dans le contexte dans lequel on vit actuellement, voilà. Mais je regrette rien, et puis si je ne l'avais pas fait, je l'aurais certainement regretté. Aujourd'hui, je l'ai fait. Voilà. Et je crois savoir aussi que dans ton actualité, il y a eu un passage en bio. Ouais, c'est vrai. C'est important pour toi, en fait, c'est le sujet qui fâche un peu, le bio. Pourquoi ? Je suis en bio depuis 13 ans, en fait. Oui, après, il a fallu que tu fasses les démarches pour avoir le fameux sésame. Le bio, moi, j'ai travaillé dans le bio. Avant de faire du safran, j'étais cadre maraîcher dans le bio, dans les Vosges. Et je cultivais des légumes, mais on cultivait aussi l'humain. On s'occupait des gens en difficulté socio-professionnelle. Et donc j'ai bien connu le bio, c'est pas le bio d'il y a 20 ans. Quand j'étais à Roville-aux-Chênes, on rentrait pas un motoculteur dans une serre, c'était interdit. Parce que ça dégage du CO2, de la pollution, etc. Aujourd'hui, on rentre des tracteurs dans les serres. En bio. C'est comme ça que ça se passe. J'ai vu le cahier des charges moi diminuer. J'ai vu que le bio c'était surtout un gros business, quoi. Marketing alors. Du marketing, de lettres blanches sur un fond vert qui font très bien vendre. C'est moins pire évidemment que du conventionnel, mais je pense que les sols, quand le tracteur est passé dans la serre pour la labourer, il y a plein de dépôts de plomb, de particules fines, c'est dans une serre, ça pollue bien, donc c'est pas l'idéal quand même. Et voilà, moi le bio, j'ai toujours dit que c'était... Moi je préférerais qu'on marque sur nos produits, qu'on met des bonnes choses. Ça devrait être l'inverse, on devrait mettre sur les produits ou des cochonneries, qu'il y a des cochonneries, au lieu de les cacher. C'est ça le monde industriel agroalimentaire aujourd'hui, c'est qu'on nous alimente avec de la cochonnerie, des arômes, des colorants et plein d'autres choses, et personne ne sait que toutes ces choses-là sont cancérigènes. Après on se demande pourquoi il y a tant de cancers. Ça devrait être sur les produits non bio qu'on devrait mettre en rouge, attention, produits toxiques, et nous on met rien, et c'est nous on doit payer un abonnement à l'année, c'est très compliqué. Moi il me gonfle le bio, ils me font des contrôles tout le temps, 2-3 fois par an, ça dure une journée ou une demi-journée, et c'est très administratif en fait. Bon, après, moi, je voulais pas forcément entrer dans ces polémiques. Ces polémiques-là. Plus te dire le bio, Pourquoi le bio le bio made in Richard Thierry, quoi. Ce qui est important de comprendre, et puis faire comprendre aussi aux gens que c'est important de savoir ce qu'on met dans son assiette. Ces démarches, toi, que tu as entreprises, pour faire un produit de qualité. Donc,
voilà, je voulais pas entrer dans la polémique du bio. Je pense que... Moi, je cultive très propre, oui, c'est Voilà, vrai. c'est C'était ça. une volonté. Et tu me le dis toi-même, tu le fais depuis le début. Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est une volonté que de. Enfin, le safran, c'est une culture qui ne demande pas forcément d'amener de la cochonnerie dedans, ni en engrais, ni en. C'est un bulbe, alors il peut avoir des problèmes de pourriture, donc il y a des produits toxiques pour gérer ça, mais je rencontre pas trop le problème, donc j'ai pas eu trop à me poser la question d'utiliser des produits malsains. Et puis après, moi aussi, je suis comme tout le monde, je suis une entreprise, j'ai besoin d'être rentable. Et passer au bio, ça me permettait d'ouvrir des parts de marché. Mm. Et ce qui m'a fait vraiment franchir le pas, ce qui m'a fait faire le chèque, c'est que mes amis de l'Opercule qui font de très bonnes bières à Senon sont eux apiculteurs brasseurs bio. Ils ont choisi ce créneau-là et Donc tu devais être un fournisseur bio. on a fait l'année dernière une brune avec eux, mais on ne l'a pas estampillé bio parce que moi je ne l'étais Ah ouais, pas. tout ça, ouais. Et Sur le papier, tu n'y étais pas. sur le papier, j'y étais pas, et donc encore moins sur l'étiquette. Et ben ça m'embête de dire ça, mais après, il faut que les gens comprennent qu'aussi, il faut que on fait pas ça pour la gloire. Moi, j'ai besoin de mettre à manger dans mon assiette, j'ai besoin d'avoir un toit qui bien étanche, qui fuit Même pas. si c'est un métier passion, ça reste un métier avec... C'est purement alimentaire, en fait. C'est pas beau, comme je le dis là. Ouais. Je suis passionné, tout le monde le sait, je le sais moi, mais ça reste alimentaire, en fait. Tu peux pas être... Aujourd'hui, je gagne 1300, 1400 balles. Pour c'est tout, ça me prend toute mon année, ça me prend toute ma vie. Je fais des heures pas possibles, c'est plein de contraintes, etc. Mais je l'ai pas fait pour gagner 3000 euros par mois, je l'ai fait parce que j'aime. Et je voulais que ce que j'aime me permette de mettre à manger dans mon assiette et me permette d'avoir. Mais du coup, de ce que tu me dis là, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens complètement en phase avec toi-même, avec tes choix? Est-ce que tu te sens pleinement aligné avec le Richard Thierry que tu as toujours voulu être? Même si, tout ce que tu m'as dit là, on ne vit pas au pays des bisounours. C'est ça, ouais. Rien n'est parfait. Mais est-ce que ce choix de l'indépendance que tu as choisi, tu ne le regrettes pas? Est-ce que tu es droit dans tes bottes? Est-ce que tu te sens bien dans tes choix de vie, quoi? Je suis complètement épanoui, je suis complètement certain d'avoir fait les bons choix. Je suis... en fait, indépendant, je suis surtout... bon, pour faire une toute petite parenthèse, ce projet, on était à deux dessus, j'étais en couple, et puis on a commencé le projet, et puis après le couple a explosé. Donc j'ai pas cherché à vouloir être seul, être indépendant, ni indépendant dans le sens... L'indépendance collaborative. Ouais, mais voilà, je voulais faire quelque chose... aujourd'hui, ça s'appelle le safran des pailloux, c'est au pluriel, parce que je savais que je voulais que ça soit quelque chose de fait avec des gens. Je voulais embarquer des gens, moi je voulais même embarquer ma mère, ma soeur, ils n'ont pas voulu, ils n'y ont pas cru à l'époque. Ils ont eu peur, quoi. Ma soeur elle avait un métier, etc. Je voulais en faire quelque chose de familial, en fait. Ma copine de l'époque, ma mère, aujourd'hui c'est devenu ça un peu, en fait. Aujourd'hui, mon amoureuse, qui elle est artisan aussi, a complètement son côté indépendant, elle fait des bijoux, etc. Elle fait sa vie, quoi. Elle fait sa vie professionnelle, ça marche très bien, mais elle s'implique un petit peu avec moi. C'est elle qui a créé la recette de sauce tomate, qui appréciait vraiment des chefs, des gens, etc. C'est elle qui quand je doute, me remet dans le bon sens, etc. Et aujourd'hui, son fils, qui est le meilleur vendeur du monde, est à son compte, est indépendant et travaille pour moi, avec moi, pour ou avec moi. Et donc finalement, j'ai ce que je voulais, quoi. Je suis plus tout seul, je l'ai été pendant longtemps. Pendant longtemps. Et seul le soir, quoi, quand tu rentres. Oui. Ce seul-là. Après, j'étais pas seul, j'avais des amis, la famille, on m'a aidé. Alors peut-être la solitude. La solitude, voilà. Ouais, qui est différent. Puis quand ça va pas, tu peux pas le dire. Puis quand ça va bien, j'avais une maman elle en a écouté au téléphone. Et, c'est elle qui prenait tout le bon, le pas bon. Et après, ma mère est super fière de tout ça, etc. Tu me disais que tu avais plus ou moins constamment des idées, que parfois tu les notais, que tu étais quand même beaucoup sur la réflexion. Aujourd'hui, tu as des envies, des projets futurs, tu as des choses qui vont se mettre en place? Et mais en fait, dans toutes les idées que j'avais au départ,
tout ce que j'ai aujourd'hui, tous les produits que je fais, je voulais les faire, les collaborations, je voulais que ça soit collaboratif. Donc il y a encore pas mal de trucs dans les tiroirs en fait. Mais une année c'est court, Ouais. quand tu es à 150% comme ça, et on peut pas tout faire. Il y a encore pas mal de choses dans les tiroirs, c'est-à-dire enfin, tous les ans je sors un voire deux nouveaux produits, et même quelquefois Ce qui est j'enlève déjà de pas la mal, gamme. Ouais. 1 ou 2 produits par an. Les gens veulent toujours, nos clients fidèles, ils veulent toujours. Des nouveautés. C'est bonjour, qu'est-ce que vous avez de nouveau? Et Ah ouais, mais ça, c'est pas un défaut de la... non, c'est voilà. Et Bah, donc quand tu réponds maintenant, cet été, en fait, il y a rarement des nouveaux produits qui arrivent en plein été. Donc souvent l'été, je réponds aux gens, bah, on a des nouveaux produits, ils vont arriver cet hiver, mais là, c'est vrai que j'ai la même proposition que l'année dernière. Et moi, ça me met souvent mal à l'aise de dire, je reste un peu dans ce que je sais faire. Mais du coup, il y a des gens qu'on recroise l'hiver, du coup là, ils ont les nouveautés, ils ont les produits d'hiver. Parce qu'on respecte beaucoup la saisonnalité. Je ne vends pas de la soupe de potimarron. On a eu du potimarron en supermarché toute l'année 2022. C'est incroyable. Hein. C'est à l'automne le potimarron. Donc voilà. Alors même en bio, hein, je ne sais pas d'où ils venaient ces potimarrons. Et moi, quand il y a des magasins qui veulent, à Nancy, on a un magasin qui nous casse les pieds, ils veulent de la soupe en été. Moi, je ne fais pas de soupe en été. Je ne fais pas de soupe de potimarron en été. Et donc voilà. Parce que je respecte les saisons, je respecte les produits, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose que les gens, le grand public, devraient vraiment repenser leur mode de consommation. Et la saisonnalité, c'est super important. Et on est complètement déconnecté. Et presque, ben voilà, comme tu dis, j'ai envie de manger de la soupe en été, pourquoi pas, mais bon. Je trouve que se reconnecter au cycle de la nature aussi, ça nous enlèverait, je pense, certains travers de surconsommation, de vouloir des fraises au mois de février. Tomates. Ouais, ou des tomates. Fraises et tomates, c'est deux très bons exemples. Après, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans des bouleversements climatiques. Et il serait peut-être temps, quoi. Pour avoir des tomates en janvier, il faut chauffer des serres. Alors là, j'espère que ça va être fini tout ça. Avec tout ce qu'on vit là. Des catastrophes, notre histoire elle en a connu, des guerres, etc., des famines, des problèmes de pandémie, etc. Mais là, c'est tout ce que je viens de citer, c'était l'homme qui générait ça. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est notre planète, la Terre-Mère, qui dit stop, j'en ai marre. Je peux plus supporter, je peux plus encaisser tout ce que vous me faites subir. Et bon sang, j'espère que on peut. Moi, je ne mange pas de tomates avant le 15 juillet, jusqu'à temps qu'il y en ait dans le jardin. Point barre. Et notre génération, je pense qu'elle peut le comprendre, mais les gamins qui naissent à cette heure-ci, là, qui voient des tomates et des fraises tout le temps et des potimarrons, parce que moi je te jure, j'ai vu des potimarrons toute l'année, de l'automne dernier jusqu'à aujourd'hui. Puis là on va enchaîner sur l'automne, donc et je sais pas si c'est c'est les pouvoirs publics, c'est les industriels, c'est l'agroalimentaire qu'ils arrêtent donc de proposer des tomates. Qu'ils arrêtent donc si on arrête de proposer des tomates et des fraises aux gens, ça, mais je pense qu'on peut aussi simplement expliquer parce que... Mais ils n'ont pas intérêt à expliquer le profit. Non, mais je parle à notre entourage déjà, qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus importante. Donc dans les projets, tu peux pas nous dévoiler quelque chose que tu as en tête Les projets, c'est c'est marrant parce que il y a une semaine, j'ai acheté cette maison l'année dernière et en fait depuis quelques années, je dis pas que depuis 4-5 ans tout est rose, hein, mais je fais les bonnes rencontres, je suis au bon endroit au bon moment, il y a un projet, oui, il y a quelque chose dans les tiroirs, j'ai la possibilité aujourd'hui, on va signer chez le notaire en pas longtemps. J'ai la possibilité d'acquérir un terrain sur le Clerjus, la commune où j'ai acheté la maison, où je vais pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai envie de faire depuis toujours, quoi. Donc j'en ai déjà fait pas mal là, avec l'entreprise, mais j'ai la possibilité d'acheter un bien où je vais pouvoir cultiver encore le safran, avoir un bâti dessus, et puis c'est un terrain où il y a une petite source, très arboré, de presque 1 hectare, et où j'aimerais peut-être éventuellement avoir toujours pareil, mon petit coin safran, mais on voudrait faire éventuellement un tout petit peu d'hébergement insolite, de la chambre d'hôte,
etc., etc. En fait, toujours dans l'idée de rencontrer les gens, de partager un endroit, mais magnifique. C'est un monsieur qui vend quelque chose qui veut vendre à personne sauf à moi, tu vois. Ouais. C'est même perturbant. Et en plus, je fais une affaire incroyable. Ce terrain, je pourrais l'acheter, le vendre le triple tout de suite, sans rien y faire, sans le nettoyer, sans... Ouais, c'est pas ta philosophie. Non, 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 j'ai une chance là, c'est... voilà, et je me sens encore la force de... Il y a beaucoup de choses à faire pour que ça soit un jour viable. Mais voilà, donc les projets, c'est ça. Hein, donc, parce que quand j'entends projet, c'est projet de vie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et peut-être que ce projet, il basculera. Et peut-être qu'il faudra que je vende le bien que j'ai aujourd'hui pour continuer à... en fait, je suis boulimique quand j'ai envie de tellement de choses. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de chance. Je réalise beaucoup de... en fait, moi, je suis un utopiste. Je sais pas, je réalise pas mes rêves. Là. J'étais un rêveur. Je flânais quand j'étais à l'école. Je regardais tout le temps dehors. C'était compliqué l'école pour moi, mais j'ai eu mon bac quand même. 2 brevets. Maman est contente. Maman est contente, hein, rappelons-le, ouais, carrément. Et, mais en fait, des fois j'ai un peu conscience que je suis en décalage par rapport aux autres, et que ma culture me met en décalage, mon métier me met en décalage, mais je suis pas... je mange pas des tomates en hiver, voilà. Je suis pas... Des fois, je me dis que je suis pas vraiment né à la bonne époque. Puis aujourd'hui, ça va mieux, cette idée-là. Moi, je me dis que dans mon époque, je suis en train de trouver ma petite C'est place. ça, et puis on peut se dire qu'on peut réinventer aussi aujourd'hui, essayer de recréer des choses qui, pour nos ancêtres, étaient évidents. On a perdu un peu le sens des choses. Ouais. On est quelques doux rêveurs, quelques fous furieux, à vouloir remettre peut-être les choses sans comme fou, elles il n'y a étaient. pas de grande chose. Ouais, Quoi. c'est Sans fou, il n'y aurait pas eu de Tour Eiffel, même si c'est juste de l'art, la Tour Eiffel. Sans fou, sans folie, sans utopie, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites. Personne, à l'exception sans doute de ma mère, qui s'inquiétait beaucoup parce que j'avais une place très bien, j'aurais pu aller à la retraite, moi, je gagnais plus. Mhm. Et personne n'y a cru, personne. J'ai peut-être un doute sur mon ancien patron, ils étaient 2, c'était un couple, mais mon patron m'a dit, oh là là, fais attention, hein, la culture du safran, t'es sûr, le banquier m'a mis en garde, toute ma famille, tous mes amis, etc., etc. Et aujourd'hui, la plupart disent, mais tu vois, finalement, on s'est trompé, tout le monde est... en fait, ce qui est cool, c'est que les gens, ils sont heureux pour moi. Ils sont heureux de me voir bien, quoi. Et ça, c'est... tu payes pas tes factures avec ça, mais tu peux pas savoir comme c'est une richesse. Bien sûr. Si, toi, tu sais, parce que toi non plus, tu n'es pas comme les autres. Moi, je suis convaincu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'amis dans la vie. Il y en a qui m'ont énormément déçu, des garçons, des filles. Et aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup moins d'amis qu'avant. Je connais beaucoup de monde, si tu veux, mais des amis très proches, je peux les compter sur les doigts d'une main, à peu près, sans doute. En fait, depuis quelques années, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, je fais les rencontres. En fait, c'est des gens j'ai l'impression d'avoir un miroir. En fait, c'est des gens qui me ressemblent énormément. En fait, tu vas me dire, c'est bateau, c'est tout le monde comme ça, mais Non, moi je suis persuadée hyper fort, quoi. Je suis Hein. persuadée qu'on attire les gens Voilà, par rapport à notre propre vibration, à ce qu'on dégage, à ce qu'on est. Exactement. Moi, je suis très cartésien, je suis très terrien, mon métier, hein, tu vois bien. Je suis très cartésien, je suis très terrien. Mais j'ai fait une rencontre formidable avec mon amoureuse. Cette autre rencontre-là, c'est peut-être les 2 rencontres les plus fortes que j'ai faites ces dernières années. J'ai rencontré une petite réunionnaise qui fait 1m45, un bout de bonne femme incroyable, qui est un peu dans les énergies, qui fait un peu, qui aide les gens. En fait, c'est un vrai Saint-Bernard, cette fille. Elle aide les gens, dès qu'elle peut aider quelqu'un, puis elle l'aide avec des méthodes un peu moi, j'avais pas l'habitude. Alternatives, voilà. Et un jour, je rencontre cette fille, et elle me dit, mais toi, en fait, tu sers à connecter les gens, qu'elle me dit. Et alors, je dis, mais moi,
je suis très terrien, tu vois, bon, je dis, bah, si. Et puis en fait, c'est complètement ça en fait. Ça me parle Aujourd'hui, beaucoup, on moi, a ce un que tu me groupe dis ça. d'amis. On est un groupe d'amis. Je les ai, en fait, j'ai pas fait. C'est un constat que je fais. Je l'ai pas. Je m'en suis pas rendu compte. C'est Nadine qui m'a fait comprendre ça en fait. Et en fait, on s'est tous trouvés. Et puis on est content dans tout ce qu'on vit en ce moment. Il y a eu Covid, il y a la crise économique maintenant. En tout cas, on est super fort ensemble. Je dis pas qu'on va tous vraiment, enfin, par rapport à tous ces problèmes-là, on a tous un peu des hauts et des bas, mais on est plus fort ensemble. On s'est trouvé quoi en fait, c'est super fort ça. Alors pour quelqu'un qui est un peu terrien comme ça, un peu cartésien, un peu, mais aujourd'hui je suis en train d'admettre, de comprendre ça, ouais, de me dire. Tu vois, il n'y a pas de hasard en fait, ça n'existe pas le hasard. Les choses doivent se faire, le bien ou le moins bien, ça doit se faire. Quoi. D'autres diraient par exemple que c'est écrit dans le marbre, etc. D'autres parlent de destin. Le destin, Moi, je dis surtout que c'est le chemin d'une vie. C'est le chemin d'une vie, puis la vie, elle est. C'est peut-être pas le chemin qui est tracé en fait à l'avance, mais c'est ce que tu vas. C'est ce que tu en fais. C'est ce que tu en fais, c'est ce que tu vas devenir. C'est voilà. C'est il y a quelque chose qui me perturbe, c'est pourquoi j'ai besoin de donner, j'ai besoin de partager, j'ai besoin quand quelqu'un va pas bien, j'ai besoin il y en a qui disent qu'on a eu plusieurs vies, alors peut-être que enfin je sais pas, c'est comme si j'avais fait quelque chose de mal et que je voudrais me rattraper de quelque chose, mais si je me retourne, moi ça va, je peux me regarder dans la glace. C'est plus des notions humaines, j'ai envie de dire, humanistes. Et on a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. On parle beaucoup d'hypersensibilité aujourd'hui, mais je pense que c'est vrai. Et que aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans et qui ne savaient pas mettre un terme dessus. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup d'humanité. Et c'est même une force d'être hypersensible. Ça devient peut-être même vital, là. Je pense. Ouais, vital. Richard, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Je voudrais peut-être que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver tes produits. Est-ce que tu as une petite boutique? Est-ce que tu es sur des marchés de façon récurrente? Quelle est ta façon de communiquer justement les moments où on peut te rencontrer? Alors, le réseau social Facebook. Oui, on retrouve toute ton actualité, les différents... Voilà, j'essaye d'annoncer tout le temps tous les événements auxquels je participe, donc marché du terroir ou salon intérieur. Donc là, on termine l'été, donc les marchés d'été proprement dit, c'est terminé. Là, on va aller sur la saison sur l'automne où je fais des événements les week-ends dans les salons. Donc tout ça, je le consigne sur ma page Safran des Pailloux. Vous n'êtes même pas obligé de vous abonner, mais vous pouvez la consulter si vous avez un compte Facebook. Et vous avez toute mon actualité. Après, au-delà de ça, on a un petit point de vente qui est tout juste en train de se terminer. Il y a encore un peu de bazar, mais vous pouvez venir. Qui est ouvert tous les mardis de 14h à 18h30 au Clerjus. Donc c'est dans les Vosges, à côté entre Bains-les-Bains et Plombières-les-Bains. Vous pouvez aussi trouver mon numéro de téléphone donc sur la page Facebook et vous pouvez me contacter pour savoir si vous pouvez venir au magasin les autres jours si vous voulez, mais il faut me prévenir avant ce rendez-vous. Voilà. Et en gros, voilà un peu comment on peut trouver mes produits. Eh ben, je te remercie beaucoup, Richard. Merci pour cet échange, c'était sympa. À bientôt. Ciao.